Maintenant, la parole à Nicolas, cette fois-ci, Imbert, donc le directeur exécutif de Green Cross France et Territoire. J'ai vu qu'il y avait un nom très long. Merci, c'est bon. Merci Jérôme. On va pas avoir le temps de faire des discussions après. Qui lui va nous, je suis sûr, va finir sur une note positive, telle que je le connais, et qui va nous dire quelques mots sur la manière dont ces sujets sont, je l'espère, de mieux en mieux pris en compte dans nos politiques publiques, à moins qu'ils nous démontrent le contraire. Mais justement, je voulais prendre le rebond sur ce qui venait d'être dit et sur cette question de l'importance croissance de la santé et de la santé environnementale. C'est-à-dire que souvent, dans la perception qu'on a au niveau des dirigeants nationaux, mais aussi quelque part au niveau des entreprises, des consommateurs et de ceux que nous sommes tous, on a tendance à considérer que le climat, c'est la question d'après-demain, et que par contre, la santé environnementale, l'air que l'on respire, ce que l'on mange, c'est la question de demain, et même depuis quelque temps, ça devient la question d'aujourd'hui, et ça devient une préoccupation. Pour la première fois, on attaque une période électorale où la période de réserve va commencer mi-octobre et les élections se trouvent être en mars, où certains peuvent perdre des municipalités ou gagner des municipalités, des petites et des grandes villes, sur des questions de qualité de vie au quotidien. Et ça change complètement la donne. Alors, je vais commencer tout de suite par une bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une ville qui est engagée dans une démarche territoire d'innovation et que tout l'intérêt des projets issus du Grand Emprunt et de cet enseignement collectif autour des démarches territoire d'innovation, c'est de se dire, si on ne met pas les entreprises, la société civile, la politique locale, la politique nationale, des structures d'investissement public et des structures privées d'investissement ensemble, vraisemblablement, on a peu de chances de gagner un projet, une dynamique territoire d'innovation, mais en plus, on a peu de chances de réussir sur le terrain. Donc, c'est tout le défi qu'il faut faire, c'est d'arriver à jouer ce collectif. Et on est en train de jouer sous des contraintes qui sont très fortes. Si on regarde les chiffres de l'OMS sur la qualité de l'air, la recommandation est de ne pas franchir les seuils prescrits par l'OMS à peu près 3 jours par an. Souvent, on cite la pollution parisienne. De mémoire, on en est sur les 12 derniers mois glissants à plus de 120 jours de dépassement. Sur d'autres territoires que je suis d'un petit peu plus près, à Dunkerque et dans les Hauts-de-France, on en est à 70 jours. La Rochelle a la chance de beaucoup bénéficier du vent et de tout ce que ça signifie. Marseille doit être à 80 ou 90 jours. Donc on est sur une préoccupation où les citoyens et les citoyennes sont préoccupés, mais où en plus ils ont raison d'être préoccupés. C'est d'autant plus étrange qu'on a des pistes de solutions et que quand on travaille sur ces pistes de solutions sur la santé environnementale et on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure sur la biodiversité, on travaille aussi sur des solutions qui sont bonnes pour le climat. Ça fait un certain temps qu'on est en train de dire qu'il faut changer complètement notre modèle de mobilité en ville. La Rochelle, et on sait absolument pourquoi, et on sait à quel point l'influence d'un maire a permis d'impulser une dynamique qui dure encore aujourd'hui, a trouvé des pistes de solutions, mais on avait quand même du mal à mettre en place des démarches coercitives où d'un côté, on sortait de la circulation les véhicules les plus polluants, et de l'autre, on arrivait à proposer des solutions alternatives en rapport et à faire en sorte, je vais employer un terme très grossier vu d'une ONG, de les mettre en marché, c'est-à-dire de faire qu'il y ait un intérêt à aller vers ces solutions qui soient extrêmement forts. On y est arrivé. Et par exemple, des sujets qui étaient vécus comme un petit peu utopiques, et personnellement d'ailleurs j'étais contre, comme les transports publics gratuits à Dunkerque, sont devenus aujourd'hui une réalité qui sera peut-être demain examinée à Paris et à Marseille. Et souvent on se dit les transports publics gratuits, c'est faire du social. Et si on veut réussir des transports publics gratuits, c'est les municipalités de Curitiba qui ont été donc au Brésil les premières à mettre ceci en place et à théoriser le concept. En fait, il faut arriver à atteindre le levier d'opportunité pour que ce soit les plus riches qui abandonnent leurs véhicules individuels pour aller en ville et pas forcément servir les plus pauvres. Et donc, on est obligé dès le début de parler qualité de service. Un arrêt de bus à moins de 800 mètres,
un bus toutes les 5 à 10 minutes. Ça veut dire que si je fais l'effort de prendre mon véhicule, de toute manière, en temps, je serai perdant. Et en faisant comme ceci, en retravaillant sur d'autres éventualités, on arrive à avoir une solution où on propose un nouveau service, et c'est sur cette proposition de valeur qu'on va se dire, oui, l'éco-bénéfice essentiel, ils sont là. On va effectivement arriver à avoir un impact sur la qualité de l'air, et c'était essentiel, et c'était urgent, et il y avait des pénalités européennes, et tout ça est vrai. Mais en même temps, on est dans une logique du service et de l'échange. Ensuite, on a beaucoup parlé récemment de l'impact du transport maritime. Et beaucoup de gens attaquent ce sujet sur les émissions soufrées du transport maritime. C'est très bien. Simplement, ça fait à peu près 5 ans que la filière maritime s'est constituée pour arrêter les émissions de transport soufrées et passer d'une alimentation des navires avec ce qu'on appelle un fond de cuve, qui est un fioul lourd absolument horrible, à des carburants beaucoup plus modernes, beaucoup plus légers. Certains ont fait le choix du gaz, d'autres ont fait le choix du gazole, d'autres ont fait le choix de navires hybrides et de relancer des propulsions accessoires. Toutes ces solutions marchent. Ce sont différents niveaux de maturité et vont avoir un impact sur l'ensemble en fait, des performances, les émanations de soufre, comme les émanations d'oxyde d'azote, comme l'efficacité énergétique, et permettent de doper la filière maritime et de lui permettre de trouver de nouveaux leviers économiques. Donc là, on voit aussi qu'il est possible de faire des domaines et des fonctionnements gagnant-gagnant. Les pans d'activité, par contre, et je vais revenir là-dessus, sur lesquels on a un petit peu de mal à avoir une approche inclusive. L'économie circulaire, je suis un tout petit peu moins favorable que vous. C'est-à-dire qu'il y a eu une mobilisation collective. Et je vois des personnalités comme Patricia et Nathalie Auré a fait son pan du chemin, l'Institut de l'économie circulaire a fait son pan du chemin, différentes structures se sont mis à faire de l'intelligence collective, on a fait ce qui était facile. Arriver à faire une économie circulaire et à répondre à l'urgence d'agir, par exemple sur la sortie du plastique qui est devenu intolérable socialement partout, j'ai l'impression qu'on a un petit village gaulois et qu'il y a des choses qui pourraient être faites localement qui ne sont pas encore terminées, comme autour du déjeuner de ce midi ou des bouteilles d'eau individuelles que vous avez. Mais l'urgence d'agir est là, la loi nous pousse à agir et les initiatives de substitution sont là et sont accessibles. L'un des pans qui est compliqué, et en plus où il revient aux Français qui accueillent le congrès mondial de l'UICN en 2020 de faire quelque chose, de dire quelque chose, et où il me reste 2 minutes pour en parler, c'est la question de la biodiversité. Et souvent, quand on parle de biodiversité et d'énergie, on va parler d'un refuge qu'on va rendre autonome en énergie dans les Alpes, en plein milieu du parc de la Vanoise, ou de sujets de biodiversité extraordinaires sur lesquels il s'agit de mettre en place un navire hyper propre parce qu'il va intervenir dans des récifs coralliens protégés. C'est vraisemblablement 2 à 3% du sujet. Par contre, les liens biodiversité-énergie qui personnellement nous intéressent et qui nous motivent beaucoup à l'association, c'est par exemple la question du changement complet de modèle autour de notre manière de percevoir l'alimentation, l'agriculture, la pêche, l'aquaculture et l'élevage. On peut parler de toute la prééminence des pesticides, dont aujourd'hui on se rend compte via l'épaisseur volontaire qu'ils sont au cœur de notre environnement et qu'il faudra longtemps pour s'en débarrasser, des solutions d'agroécologie qui commencent à devenir des modèles industriels. On le cite trop peu, mais l'Écosse, depuis le milieu du XVIIIe siècle, a fait de l'agroécologie un levier de performance et d'exportation de son agriculture mondiale. Si vous avez des enfants ou si vous faites attention à votre santé, peut-être que vous mangez tous les matins des céréales Jordans, le Conservation Grade. Ça a été l'une des premières initiatives sur lesquelles on a fait de l'agroécologie à échelle intense. Aujourd'hui, on se rend compte avec la ressource en eau qui devient critique partout
en France, avec également des techniques de mécanisation qui conduisent à des sols nus et qui ne sont plus performantes économiquement comme elles l'ont été dans les 10 ans, qu'il s'agit de réinventer autour de nos territoires localement et avec des solutions où les territoires sont en solidarité et pas en compétition, les modèles d'agroécologie de demain. On a aussi la question de remettre du vert et de remettre du bleu en ville pour éviter d'avoir des problèmes et de se retrouver en situation d'échec à chaque fois qu'on a une période de forte chaleur ou une inondation particulièrement importante. Là, on parle de résilience des territoires, de reconstruire et de repenser notre bande littorale pour faire en sorte que ça soit une zone tampon qui joue tout son rôle. Et par exemple, la maire de West Palm Beach a fait de ce sujet un point essentiel de sa réélection. Mais c'est vrai à Cannes, comme c'est vrai à Dunkerque, comme c'est en train de devenir un sujet de campagne et de choix de modèle ici, à la Faute-sur-Mer, ou peut-être dans la baie d'Arcachon, où je serai après-demain pour retravailler ces sujets. Donc ces défis sont énormes, très souvent. Pointer le sujet et s'y intéresser, c'est arriver à trouver les pistes de solutions qui vont nous permettre de construire demain et après-demain. Je vois un regard critique et vous avez absolument raison, Monsieur Archambault. Je n'ai pas parlé du rôle essentiel de la forêt productive et de tout ce qu'il est possible de faire en agroforesterie pour aujourd'hui ou pour demain. J'aurais pu également, et j'en terminerai là-dessus, se dire qu'il y a quelque chose qui nous fend le cœur quand on parle de cette approche systémique, c'est d'inaugurer les chrysanthèmes. On a commencé l'inauguration des chrysanthèmes avec ce premier glacier islandais qu'on ne reverra plus. Juste avant de venir, j'étais à la rencontre de la mer de glace du glacier de la Pointe du Dard dans le parc de la Vanoise et d'un certain nombre de nos glaciers français. Je peux vous assurer qu'on les voit en modèle réduit. Et pourtant, on est sur des domaines où les solutions existent. Et je voudrais terminer sur un mot et reprendre la démarche zen de PE qui a été présentée. Pour être à la hauteur des enjeux, ce qu'il faut arriver à faire et à atteindre d'ici 2050, c'est un effort de x9 par rapport à ce qu'on fait actuellement. Et pour commencer à faire x9, le plus difficile, ce n'est pas la dernière marche et la période de 2040 à 2050. Le plus difficile, c'est de changer d'échelle et de changer de braquet maintenant. Et je nous souhaite globalement bon courage et on aura besoin plus que jamais de partager nos expériences sur ce sujet. Merci beaucoup Nicolas. Il a réussi à parler de santé, d'air, d'énergie et de biodiversité. Alors effectivement, on n'a bien sûr pas pu aborder tous les sujets, mais ça je l'avais prévu et on l'avait dit tout à fait au début. Donc j'en profite pour vous renvoyer, puisqu'il y a parmi les nombreux sujets qu'on n'a pas pu croiser de trop près, il y a le sujet vraiment énergie, nouvelles énergies et biodiversité. Donc j'en profite. C'est Nathalie qui me l'a demandé, mais je le fais avec grand plaisir, à vous renvoyer à un colloque qui aura lieu vendredi 20 septembre, donc un colloque doré qui va parler spécifiquement d'énergie durable et de biodiversité au Muséum. Donc n'hésitez pas, ce sera une poursuite de toutes ces réflexions qu'on pourrait vraiment, on pourrait faire toute une 5T sur ces sujets, mais bon, ce sera pour une autre fois. Merci à tous en tout cas. Merci.